Pour la suite, nous avons Véronique Mur. Est-ce que tu nous entends? Tu es en visio. Vous entends bien. Je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien et on est prêt à t'écouter parce que pour se comprendre, il faut qu'on partage le même sens des mots et tu vas nous parler justement du sens des mots du paysage. Merci Frédéric. Eh bien, je prends donc la parole. Désolée de ne pas être avec vous dans cette salle de la SNHF. Je suis à Nîmes parce que j'ai cours de botanique cet après-midi et que je ne voulais pas abandonner mes étudiants, ne serait-ce que pour un mardi. Alors, juste pour vous dire, je n'ai pas la prétention de vous asséner des vérités ni de vous faire des leçons dans mon intervention, mais plutôt de mettre sur la table des discussions mon expérience des mots dans le cadre de mon activité de botaniste conseil auprès des villes, des paysagistes, voire même certaines fois des architectes. J'ai l'habitude de dire que les mots sont comme les êtres vivants, à la fois instables, pluriels et complexes. Rabelais, dont on connaît l'érudition mais aussi l'esprit farceur, rapporte dans le quart-livre, au mi-temps du XVIe siècle, qu'Aristote pensait que les paroles voltigeaient, volaient, se mouvaient et étaient donc animées. Aussi, lorsqu'elles sont prononcées par un rude hiver, elles gèlent, se transforment en glace et personne ne les entend plus. Ainsi, ce que Platon enseignait aux jeunes gens le comprenait-il à peine au soir de leur vie. Alors, ne sommes-nous pas un peu dans cette situation, entourés de mots qui voltigent, vont et viennent sans cesse autour de nous, des paroles qui passent de bouche en bouche, des mots qui passent de texte en texte, jusqu'à certaines fois en oublier le sens premier. Dans le domaine qui est le nôtre, traitant du végétal, de sa place dans les projets d'aménagement, dans les villes en particulier, il est des mots qui sont aujourd'hui dans toutes les bouches, mais dont la signification est quelquefois erronée. Sans parler du genre qui leur est attribué, dit-on un myrte ou une myrte, un élébore ou une élébore, un ou une asphodèle. Dans ces cas, l'usage prend souvent le pas sur le dictionnaire, mais évoquons plutôt les mots spécifiques à notre époque. Les mots endémiques et évaporation sont de ceux-là. Et j'avoue une certaine exaspération à les entendre la plupart du temps maltraités. Ma tâche aujourd'hui est donc de mettre sur le tapis quelques mots à propos desquels il me semble important de nous entendre collectivement. Et je crois qu'entendre est le mot adéquat. Indéniablement, l'aire de répartition, mais aussi l'aire d'origine des plantes focalise toutes nos attentions. En témoigne la fréquence dans les textes et dans les discussions des mots comme indigène, endémique, local, exotique. Ces quatre-là étant certainement les plus courants, mais on pourrait en citer maintes déclinaisons qui les nuancent, des précises, spontanées, sauvages, autochtones, plantées, cultivées, naturalisées, acclimatées, et bien sûr envahissants et ou invasifs. Sont également devenus courants tous les mots en rapport avec les milieux, biotope, biocénose, écosystème, milieu, habitat. Alors, on pourrait penser l'exercice de définition assez simple, nécessitant juste un bon dictionnaire et un peu de rigueur, mais il n'en est rien, surtout lorsque ces définitions se superposent ou lorsqu'un critère social s'en mêle. Qui parle et au nom de quoi ? Un vieil homme dira que la pampa est un songe, nous dit le poète espagnol Federico García Lorca. Un jeune que c'est un excellent terrain de football. Un poète regardera le ciel pour mieux la voir. Venons-en à la définition des 4 premiers mots cités. Indigène. Indigène se dit d'une espèce qui se trouve dans son aire d'origine géographique sans intervention humaine. Elle peut également être désignée comme autochtone, certains disent native. Nous verrons le mot local plus loin. Pour mémoire, le mot natif est utilisé par le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles pour l'intitulé de l'outil SILEN, qui est donc un système d'information et de localisation des espèces natives et envahissantes.
Indigène est depuis quelques années un mot familier à tous les paysagistes et professionnels du végétal. Désormais, vous le savez, les projets d'aménagement s'évaluent via des labels attribués sur maint critères, dont bien souvent un taux de plantes indigènes à atteindre. Nous y reviendrons dans le détail. L'indigénat est, semble-t-il, le garant d'un projet vertueux pour la préservation de la biodiversité. Mais est-il toujours utilisé à bon escient? Il me semble que non, et je vais tenter de m'en expliquer dans la suite de cette intervention. En premier lieu, je constate que le fossé existant entre ceux qui décident de ces processus d'évaluation et ceux qui les appliquent est souvent trop grand et que la connaissance des plantes sur le terrain est globalement trop faible. En deuxième lieu, le critère d'indigénat est trop sujet à interprétation pour être un critère robuste. Je citerai pour appuyer mon propos un extrait du document établi par les conservatoires botaniques nationaux, celui de Porquerolles et celui des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, présentant la liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie 2023. Un chapitre intitulé Consensus sur l'indigénat, qui exprime clairement les difficultés rencontrées à l'usage de a retenu mon attention. Il dit ceci, je cite, « Il a été remarqué une différence de traitement du statut d'indigénat entre les CBN d'Occitanie. En effet, la mise en commun des travaux historiques fait poser de nouvelles questions. Par exemple, les taxons considérés indigènes le sont-ils sur l'ensemble du territoire ou sur une partie du territoire ? Et de connaître l'échelle à laquelle il faut travailler. Est-ce que c'est la région administrative, la région biogéographique, des régions à l'échelle mondiale ? Ces questions permettent de mieux analyser le cas, par exemple, de taxons méditerranéens qui apparaissent dans les régions biogéographiques voisines, qui sont à mettre en perspective avec les changements climatiques. Ce travail d'homogénéisation a permis de se mettre d'accord sur les définitions, comme par exemple cryptogène, qui n'est utilisé que dans les cas d'absence d'informations suffisantes pour trancher sur l'indigénat, permettant une correspondance avec indigène douteux utilisé par le CBN de Méditerranée. De plus, une analyse des taxons indigènes selon leur rang a été nécessaire, cas des taxons qui ont une sous-espèce indigène et une autre exogène, pour lesquels nous avons conservé, disent les auteurs, le rang taxonomique où il n'y a aucune ambiguïté sur l'exogénat à l'échelle de l'Occitanie. Et pour illustrer cette dernière nuance, je citerai l'exemple de la canne de Provence, Arundodonax, une plante exotique que tout le monde connaît, bien que certainement archéophyte, figurant sur la liste des exotiques envahissantes de l'IUCN en France, pour Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et la Réunion, mais pas pour la métropole. Pour autant, les parcs nationaux en préconisent l'éradication. Évoquons également une toute proche parente, très ressemblante quoique un peu plus petite, la canne de Pline, Arundo plinii, aujourd'hui rebaptisée Arundo donaciformis, qui pousse autour de Fréjus et de Hyères. Elle est, quant à elle, protégée en région PACA et présente sur la liste rouge de la flore menacée de France en tant qu'espèce encourant un risque très élevé d'extinction dans la nature. Difficile de les distinguer si l'on n'est pas spécialiste, ce qui fait que les deux, sans distinction justement, sont assimilés à des exotiques, qui plus est envahissantes. Par ailleurs, notre distanciation avec ces grandes graminées, autrefois bon atout dans le jardin potager, mais plutôt mal vue à notre époque, a des répercussions insoupçonnables a priori dans l'univers musical cette fois. La disparition des cagniers et la perte de leur savoir-faire, notamment pour le séchage du chaume, ont conduit la disparition des hanches en canne pour les instruments à vent et leur remplacement par des hanches en plastique qui sont loin de produire des sons de la même qualité, notamment parce que le plastique n'est pas un matériau vivant. Toujours ce poids des mots et de notre regard sur les espèces. Venons-en au mot endémique.
C'est un terme plus restrictif qu'indigène, souvent employé à tort à sa place. Une espèce endémique est une espèce présente dans une aire de répartition très limitée et qui en est caractéristique. Le taux d'endémisme dans les îles, par exemple, du fait des spéciations par isolement des peuplements, est très important. En général, les endémiques sont protégées et ne sont pas présentes dans les palettes végétales des aménagements ni dans les filières. Ce mot ne devrait donc pas être si courant dans notre vocabulaire. Juste pour précision, en France, sur le territoire national métropolitain, on a 107 espèces strictement endémiques et 73 espèces subendémiques. Passons au mot exotique, un mot que l'on connaît bien dans cette assemblée, qui se dit d'une espèce qui n'est pas originaire de la région considérée. On dit aussi alloctone. Ce statut d'exotique, en miroir de l'indigénat, est lui aussi sujet à bien des interprétations en fonction des limites spatiales ou temporelles que l'on met autour de lui. C'est un mot que l'on regarde de nos jours avec beaucoup de méfiance. Rappelons que ce ne fut pas toujours le cas. Autrefois, l'exotisme fut attractif. J'en veux pour preuve la tulipomanie au XVIIe siècle ou encore la valeur des Ségoiadendron giganteum à la fin du XIXe siècle, dont le prix d'une seule graine équivalait à 9 fois le poids de l'or. Par ailleurs, on le sait, qui dit exotique aujourd'hui dit potentiellement invasif, par un glissement sémantique sur lequel nous allons revenir très vite. Pourtant, on connaît aujourd'hui le rôle bénéfique de certaines espèces végétales exotiques en tant que ressources pour les abeilles, par exemple, en particulier dans les saisons défavorables à la flore indigène en Méditerranée, l'été et hiver, comme le montre une récente étude de l'INRA et du Parc national de Porquerolles. Glissons sur le mot local, un mot à part, devenu un peu ambigu, car il fait référence à une aire d'origine, mais aussi à une marque, vous le savez bien, le végétal local. Les politiques publiques en faveur des plantes dites locales ont vu le jour assez tôt dans le monde forestier et plus tardivement dans l'aménagement rural pour les haies, notamment en point d'orgue, avec notamment en point d'orgue le lancement de la marque végétale locale en 2015. Excusez-moi. Le site internet de la marque nous rappelle qu'elle a été créée à l'initiative de 3 réseaux: les conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie et plantes et cités, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Son objectif était de promouvoir l'utilisation de végétaux sauvages issus de la collecte en milieu naturel et adaptés à des chantiers ou des opérations ayant un objectif de restauration de la fonctionnalité écologique des milieux. Leur utilisation en plantation, réhabilitation ou végétalisation étant bénéfique pour la résilience des écosystèmes. Ces végétaux, reconnus pour chaque région d'origine par la marque végétale locale, sont donc des outils adaptés pour toute opération visant à la conservation ou à la restauration de la biodiversité, tout en s'appuyant sur des filières de collecte et de production locale. La marque s'adosse à des listes d'espèces indigènes et ou d'archéophytes produites et distribuées localement au sein de 11 zones biogéographiques circonscrites au territoire français pour favoriser donc la biodiversité des projets en milieu naturel et ruraux. À noter que si les espèces messicoles, littéralement les plantes habitant les moissons, ont été intégrées dans les listes de plantes locales, considérés comme des archéophytes, les arbres fruitiers, quant à eux, en ont été écartés, conduisant à leur impossible qualification dans les projets paysagers. Exit le figuier, par exemple, un arbre qui m'est cher, toujours considéré comme une exotique. Il est pourtant naturalisé dans nos territoires depuis au moins l'Antiquité, lié à l'histoire des sociétés civilisations méditerranéennes, un arbre civilisateur, mais toujours pas indigène.
À noter encore que tout comme pour l'indigénat, le recours à la marque végétale locale est dorénavant inscrit dans beaucoup de CCTP de projets d'aménagement, y compris en centre-ville, ce qui n'était pas le sens premier. Archéophyte maintenant. Archéophyte se dit d'une plante non originaire d'une région géographique, mais introduite avant l'an 1492, ce qui permet de les raccrocher aux indigènes. Un choix en référence à une date historique qui interroge sur sa pertinence. On voit à partir de ces 4 premiers mots l'importance de leur définition et la nécessité non seulement de ne pas faire d'amalgame entre eux, mais encore de toujours les resituer dans leur contexte. Cela nous amène à préciser des mots qui leur sont proches. Autochtones et sauvages sont-ils synonymes d'indigènes? Quelle est la différence entre spontané, subspontané, naturalisé, acclimaté? Et qu'en est-il des invasives? S'il n'est pas utile de s'attarder sur les premiers mots, autochtones ou sauvages, ou encore spontanés, qui sont, de mon point de vue, sans ambiguïté, précisons les autres. Subspontanés, ce sont plus prosaïquement les échappées de jardin, des espèces cultivées qui se reproduisent de façon autonome par multiplication végétative à partir d'un pied-mère. Naturalisé se dit d'une espèce exotique dont les populations introduites dans un milieu se reproduisent de façon sexuée. Le cyprès, par exemple, ou encore l'arbre de Judée. Acclimaté qualifie une espèce exotique bien installée dans un milieu, mais ne s'y reproduisant pas de façon sexuée. Arrêtons-nous enfin sur 2 gros mots, envahissant et ou invasif. La distinction entre les 2 termes fait quelquefois débat, vous le savez. Certains affirment qu'invasif est un anglicisme, mais un rapide coup d'œil au Centre national des ressources textuelles et lexicales nous montre que les 2 mots sont dans la langue française depuis au moins le XIIe siècle. Certains font également une distinction d'origine géographique. Une invasive serait initialement exotique, tandis qu'une envahissante serait indigène du lieu envahi. Pour moi, cette distinction n'a pas lieu d'être non plus. Dans ce dernier cas, un autre terme doit être utilisé, tel que pionnier par exemple. Quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, vous en conviendrez, il s'agit d'un mot synonyme d'agression et de violence. Encore le poids des mots. Leur définition, au-delà de leurs différences, est au cœur d'un grand débat. Pour Richardson et Muller, par exemple, une plante dite invasive est une espèce exotique qui, ayant franchi les barrières successives qui limitaient sa reproduction, sa naturalisation et sa dispersion, connaît une phase importante d'expansion dans sa nouvelle ère. Pour l'UICN, allié à la Convention sur la biodiversité biologique et au Programme mondial sur les espèces exotiques envahissantes, c'est une espèce exotique dont l'introduction par l'homme, volontaire ou fortuite, l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et ou économiques et ou sanitaires négatives. On saisit à travers ces 2 définitions un débat de fond qui porte sur la notion de menace. Les éventuels impacts positifs en tant qu'écosystème émergent, qui sont rarement abordés, constituent un autre point du débat. Par ailleurs, notons que le socle de cette stratégie est l'établissement de listes d'espèces dont les plus préoccupantes sont réglementées au niveau européen, les lentes par exemple. Ces listes sont ensuite déclinées à l'échelle régionale. Elles distinguent différents rangs de préoccupation, majeures, modérées, émergentes, alertes, prévention. Mais une fois qu'une espèce est présente sur une liste, toute nuance disparaît dans les faits. L'espèce est condamnée, bien que ces listes ne soient souvent pas contraignantes. Pour élargir les exemples mondes de la forêt, je citerai le robinier faux acacia ou le cèdre de l'Atlas, tous 2 classés en Occitanie comme des plantes exotiques envahissantes, majeures pour l'un, modérées pour l'autre, dont les forestiers réclament la requalification du fait des services rendus.
Je reprendrai ici les mots du président de l'association Forêt Méditerranéenne, Charles Derex, à propos du cèdre. Le qualificatif envahissant sonne comme une condamnation, dit-il. Pour le public, la cause est entendue, c'est non à cette espèce. Dans le contexte du changement climatique, où il est clair que la niche climatique des espèces va beaucoup bouger, une condamnation trop rapide ajoute au risque. Par extension, ce sont généralement toutes les espèces exotiques qui se trouvent embarquées dans ce bannissement systématique des palettes végétales. Aujourd'hui, la pression est telle que toutes les plantes exotiques deviennent suspectes d'être potentiellement envahissantes. À l'inverse, les plantes locales indigènes se parent de toutes les vertus. Ces dernières nous renvoient à l'image d'une nature authentique bien conservée. Conservation, encore un mot qui nécessiterait que l'on s'y attarde dessus, dans un monde où tout bouge, en premier lieu, vous l'avez dit, le climat. Il existe bien d'autres mots de ce registre, mais intéressons-nous maintenant aux formations végétales et aux paysages. En botanique et en biogéographie, une formation végétale désigne une communauté d'espèces caractérisée par une certaine physionomie. Elle détermine un paysage caractéristique. Cette physionomie, on dit aussi végétation, permet de faire une description générale d'un site à une échelle assez étendue. Elle dépend des espèces qui composent la formation végétale et du milieu qui les accueille. La forêt, la steppe, la prairie ou la lande sont des formations végétales. On peut distinguer à l'intérieur de ces grandes catégories des formations végétales plus précises en tenant en compte des conditions écologiques qui les caractérisent. On peut de la sorte identifier différents types de forêts, la chênaie, la pinède, la hêtraie. Une classification internationale des formations végétales, établie en 1973 par la FAO, en a ainsi distingué 225 différentes. Ces dénominations peuvent tout aussi bien désigner des formations très limitées, un bosquet, que plus grandes comme la forêt, voire des ensembles biogéographiques de très grandes extensions comme la toundra. Notons au passage, et c'est d'actualité dans vos propos, qu'à l'échelle internationale, la FAO définit les forêts comme des formations végétales occupant une superficie de plus de 0,5 hectares, soit 5000 m², avec des arbres atteignant une hauteur spécifique supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10%. Cette définition de la FAO exclut les terres dont la vocation prédominante est agricole ou urbaine. Les termes microforêt ou forêt urbaine peuvent donc être considérés comme des oxymores, un rapprochement de deux termes que leur sens devrait au contraire éloigner. Avec les évolutions de la phytosociologie, la notion de formation végétale tend à être abandonnée pour être remplacée par celle plus précise de groupement végétal ou de communauté végétale dont l'unité de base est l'association végétale, qui tient compte des espèces précises qui composent la communauté et de la manière dont elles se trouvent associées. Poursuivons en élargissant le propos à d'autres mots couramment employés. Le biotope, par exemple, est une aire géographique de dimension variable, offrant des conditions physiques, chimiques et climatiques relativement constantes aux vivants. C'est la composante non vivante d'un écosystème, le sol, l'eau, le climat. La biocénose est quant à elle l'ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope. Le terme recouvre à la fois l'ensemble des communautés vivantes, la répartition de leurs espèces et leur interrelation. Pour les plantes, on parle donc d'association végétale, pour les animaux de zoocénose, pour les insectes d'entomocénose. Et l'écosystème est formé par la biocénose et son biotope. Dit autrement, c'est l'ensemble formé par une association, une communauté d'êtres vivants et leur environnement. C'est une unité écologique fonctionnelle, douée d'une certaine stabilité, le mot stabilité étant à mettre entre guillemets, à différentes échelles. On parle de micro-écosystème pour un tronc d'arbre pourrissant par exemple, ou de macro-écosystème pour un océan.
Milieu naturel est un ensemble de caractéristiques biologiques et physiques qui régissent l'existence des êtres vivants. L'habitat, c'est un espace homogène par ses conditions écologiques, hébergeant une certaine espèce, ayant tout ou partie de leurs diverses activités, juste, je précise par rapport à la question qui m'est posée que ma caméra est activée. C'est peut-être de votre côté qu'il faut activer quelque chose. Un habitat d'espèce est le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique. Pour les espèces animales, l'habitat doit notamment prendre en compte l'aire de reproduction, l'aire de nutrition et l'aire de repos de l'espèce. La notion d'habitat d'espèce peut donc correspondre à différents milieux. Jusqu'à présent, la ville et ses palettes végétales ne sont guère apparues dans mes propos. Alors, comment caractériser l'écosystème urbain ? Bien évidemment, les sols scellés de la ville et la forte minéralité du bâti influent sur ses températures et la disponibilité de l'eau. Ainsi, on pourrait assimiler le biotope urbain, et j'aime bien le rappeler, à un biotope de canyon. Anthropique par définition, l'écosystème urbain est très éloigné des milieux naturels dans lesquels il s'insère, comme Michel Le Borgne l'a précisé dans son introduction. Alors, comment justifier les référentiels d'évaluation du potentiel de biodiversité des projets urbains basés sur des critères d'indigénat ? N'est-on pas là dans un contresens ? Imaginerait-on évaluer les associations végétales d'une ripisylve à la lueur des formations végétales dominantes dans des milieux naturels adjacents, par exemple ? Pour mieux illustrer mon propos, je voudrais vous lire une petite sélection de 8 recommandations, parmi une vingtaine d'autres, faites aux concepteurs pour l'aménagement de l'eau d'un écoquartier en vue de l'obtention d'un label de biodiversité. Je ne cite pas le nom du label intentionnellement. À noter que chaque recommandation a une note attribuée de 1 à 4, 4 étant la note la plus élevée, et que l'opérateur doit choisir les recommandations qu'il souhaite mettre en place de façon à obtenir un score minimal de 28 points, c'est-à-dire 60% des recommandations. Alors voici les recommandations que j'ai sélectionnées. La recommandation numéro 3 nous dit que 75% de la palette végétale doit être indigène, bien adaptée aux conditions climatiques et pédologiques, non invasive et rustique. Entre parenthèses, je précise que la rusticité, vous le savez tous, dans le domaine horticole, fait plutôt appel à des critères de froid. Alors, pour cette recommandation, on a 3 points. La recommandation numéro 4 nous dit qu'au moins 90% des espèces devront être à faible classe de risque allergène, 2 points. La recommandation numéro 5, 75% des plantes doivent être mellifères, 2 points. Encore un mot qui serait urgent de définir afin de l'utiliser à bon escient. Recommandation numéro 6, présence de 4 strates végétales, arbres, arbustes, herbacées grimpantes, 2 points. La recommandation numéro 7, présence de 3 fruitiers, 1 arbre et 2 arbustes. Pourquoi 3 ? On ne sait pas trop, c'est 2 points. Recommandation numéro 8, 15% à minima des végétaux doivent provenir de pépinières locales, 2 points. On ne dit pas ici provenir d'une marque végétale locale, mais de pépinières locales. Recommandation numéro 9, une notice paysagère décrivant, localisant et caractérisant les plantes odorifères retenues afin de favoriser les odeurs de nature dans les espaces verts, 3 points. J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de ce critère. Et la recommandation numéro 10, c'est la caractérisation et la présentation des habitats dans la notice paysagère qui spécifie que 50% d'entre eux devront être inspirés de milieux régionaux. Et j'avoue
sur ce point-là un grand doute sur la pertinence de ce critère qui, de mon point de vue, pose énormément de questions. Réellement, peut-on établir des palettes végétales pertinentes ainsi, avec comme objectif d'accumuler des points pour l'obtention d'un label à partir de recommandations, certes chacune vertueuses sur le papier, mais tellement loin de la réalité d'un projet paysager. Alors, pour conclure, je voudrais parler du mot biodiversité lui-même, qui fut le fil rouge de toute mon intervention. Voici un mot issu de la contraction de deux autres, vous le savez, le mot biologique ou biologie et diversité. On appelle cela un mot valise. Pour l'Office français de la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie et leur interaction. Elle comprend 3 niveaux interdépendants. La diversité des milieux à toutes les échelles, c'est-à-dire la biodiversité fonctionnelle, la diversité des espèces, ou encore biodiversité spécifique, et la diversité génétique des individus au sein de chaque espèce. C'est une définition assez ouverte. Pourtant, j'ai souvent l'impression, et vous me pardonnerez de cet avis, que la biodiversité s'est enfermée dans la seule comptabilité du vivant, devenant pour moi, et bien sûr je fais un peu de provocation, mais un mot comptable. Et je vous poserai cette question, le quantitatif est-il un bon indicateur de la qualité du vivant ? Sans se voiler la face, face aux crises que traverse la planète et l'importance de maintenir la pression dans tous les domaines pour essayer d'enrayer cette 6e extinction massive du vivant, ne devrions-nous pas avant tout en prendre soin et pas uniquement en tenir la comptabilité ? Les recommandations des labels ne devraient-elles pas aller dans ce sens également ? L'OFB précise sur son site que le concept, et je mets ce mot entre guillemets, de biodiversité est apparu dans les années 80, et on le sait plus précisément au sommet de la Terre de Rio en 92. C'est donc un mot assez jeune, un concept qui, de mon point de vue de botaniste, a phagocyté des mots bien plus anciens tels que botanique, voire même jardin ou art des jardins et paysage. Alors bien sûr, on pourrait aussi définir ces 3 mots que je viens de citer, mais je n'ai plus le temps pour ça. Et je voudrais terminer par un autre gros mot, qui est le mot nature, en citant le philosophe des sciences et anthropologue Bruno Latour, qui disait de la nature que nous l'avons personnifiée. Nous en avons fait l'arrière-plan de nos actions, mais aujourd'hui, elle remonte sur scène, nous saute alors aux yeux ou à la figure que ce n'est pas un aimable décor, un simple mot, mais notre vie même. Merci beaucoup.